L'atelier d'écologie politique, donc on appelle l'ATECOPOL entre nous, réunit en effet une centaine de chercheurs. Alors si on tisse des liens avec des gens à l'extérieur, ce collectif-là, il reste quand même très toulousain. C'est vraiment un positionnement de la part du collectif, c'est-à-dire de vraiment chercher à développer un réseau local de recherche. Par contre, on cherche vraiment à ce que toutes les disciplines puissent être représentées dans ce collectif-là. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a l'organisation de conférences, de séminaires publics en fait. Il y en a à peu près 5-6 par an qui ont lieu à la salle du Sénéchal ou bien également à l'hôtel d'Acésa. C'est les grands lieux. Voilà, et on est en train de développer d'autres formats et on est aussi en train de voir comment on peut toucher d'autres publics, notamment aussi des publics de territoire, des élus, des enseignants aussi. Voir, voilà, on développe, on a plusieurs axes pour développer nos activités. Et donc par ailleurs, j'en parle aussi parce que j'appartiens à ce collectif, cet autre collectif qui est une SCOP qui s'appelle Lune Bleue. On est 28 associés, donc là ça fait, on va dire, pas longtemps qu'on s'est constitué. Ça fait 1 an qu'on s'est constitué, mais ça fait depuis le mois d'octobre qu'on a un lieu qui se situe 3 places Montoulieu, derrière la préfecture. Et il est constitué de 3 pôles. Donc il y a une auberge, une ambassade et un studio de création. Et l'idée, c'est vraiment que ce lieu-là tresse les questions de transition. Et moi, c'est un peu mon rôle dans cet endroit-là. C'est d'amener la recherche dans le champ économique aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et voilà comment, finalement, toute la recherche que j'engage, moi, du côté de l'Anthropocène, et de voir comment situer le design à l'intérieur de tout ça, comment ça peut irriguer aussi des projets d'entrepreneurs. Voilà, en sachant que c'est aussi pas mal de gens qui viennent du monde de la start-up et qui sont très critiques à cet égard et qui cherchent des modèles économiques différents, plus lents. Voilà, en sachant qu'on est vraiment dans l'expérimentation, puisque tout ça sont des modèles, au fond, dès qu'on parle de questions de l'Anthropocène, on est dans l'expérimentation. Tous, où qu'on se situe, on est voilà, dans cette dynamique-là. Et après, donc voilà, ça c'est l'ATECOPOL avec son site qui est... voilà. Et il y a Uchronie aussi, je voulais en parler parce que voilà, c'est un autre collectif qui est très actif, qui développe des activités depuis l'ISDAT au départ, et depuis l'association à réseau. J'espère que je ne vais pas dire des bêtises. Mais en tout cas, Uchronie, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe-là, c'est des gens qui se posent la question de « et si la révolution industrielle n'avait pas eu lieu, voilà, quel autre rapport au monde créer, en partant voilà, de ce présupposé-là ». Et ça donne lieu à une réflexion collective qui est animée par des conférences, et puis ensuite l'accompagnement de projets d'étudiants qui viennent de plusieurs sites, parce qu'il y a l'idée aussi de créer des ponts entre les établissements, donc l'ISDAT, les Compagnons du Devoir, il y a l'école d'architecture, l'université, j'oublie peut-être des gens, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est cette dynamique-là. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Voilà, ma présentation, elle va se dérouler en 2 temps. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, en réfléchissant et en écrivant ma conférence, j'en viens finalement davantage à parler de le designer de l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est, vers une éthique de l'habitabilité élargie, en sachant que l'habitabilité, c'est la grande question du design, et qu'aujourd'hui, c'est notre habitat qui est menacé par les changements climatiques et les grands bouleversements écologiques de manière générale. Tout d'abord, je tiens aussi à m'excuser auprès du public de l'ISDAT, parce qu'il y avait la conférence de Karim Lap la semaine dernière à l'ISDAT,
Et je vais reprendre une large part du diagnostic qui avait été établi par Karim Lapp, autrement évidemment, parce que ça va être sous un prisme. Néanmoins, il y a beaucoup d'informations qui vont être un peu redites. Pourquoi ce diagnostic parce que, en fait, on est vraiment dans l'obligation, enfin, on ne sait jamais dans un auditoire, on ne sait jamais où en est le niveau d'information du public. Et si on ne prend pas soin de repositionner le diagnostic, de repositionner le constat, c'est toute la suite qui est bancale au fond. Donc voilà, première partie, le diagnostic. La seconde partie, que peut le design à partir de cet état des lieux. Voilà, les deux parties. Donc la première partie, on va être vraiment sur une prise de conscience des bouleversements écologiques en cours. Et on va démarrer par un peu une forme de définition de l'Anthropocène. Donc, en février 2000, il y a Paul Crutzen, donc le chimiste de l'atmosphère, qui a été prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone, qui s'est écrié dans le cadre d'une grande conférence internationale de géologie. Nous ne sommes plus dans l'Holocène, donc ce temps long où la température n'oscillait qu'entre -1 et 1 degré, plus 1 degré. Nous sommes dans l'Anthropocène. Donc il jette ça dans une assemblée de géologues notamment. Et ce concept va cristalliser, va devenir un point de ralliement entre plein de champs disciplinaires, notamment la géologie. Il y a aussi des écologues, des spécialistes du climat et du système Terre. Il y a des historiens, des philosophes, des citoyens, des mouvements écologistes. Et en fait, ce concept d'Anthropocène se caractérise bien par le fait que l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire, elle est devenue si vaste, si intense, qu'elle rivalise avec certaines grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. On parle d'une force, d'un impact tellurique. Donc on est vraiment sur une échelle d'impact absolument gigantesque. Et voilà, donc l'Anthropocène, c'est ce moment où la très courte histoire de l'histoire humaine entre soudain en collision avec la très longue histoire de la Terre. Et là, de ce point de vue, c'est intéressant de montrer cette image qui est une représentation sur 24 heures, une mise à l'échelle de l'histoire de la Terre sur 24 heures et qui permet de voir que l'histoire humaine est très petite à l'échelle. C'est la dernière, on va dire, la dernière fraction de ces 24 heures. Donc voilà, ça permet de restituer ces questions d'échelle. C'est aussi ce moment où on prend conscience collective. Pardon, je vais prendre un peu d'eau. Donc c'est ce moment où on prend collectivement conscience que nos activités ont transformé et continuent de transformer notre milieu de manière inédite. Donc là, quand on parle de transformation, on parle notamment de dérèglement du climat. Donc là, on voit encore, c'est la période anthropocénique vue sur un temps plus long, mais j'y reviens pas. Et là, c'est le dérèglement du climat. On voit à la fois cette courbe noire qui oscille entre -1 et plus 1 degré. Et sur la fin, on commence à sortir de cet équilibre. On le voit plutôt sur le tout petit graphique qui est en haut. On voit que la courbe sort des 0,5 degrés. Et on est aujourd'hui à un réchauffement de 1 degré Celsius. Voilà ce qui est assez important. Et pour donner une idée en fait, de ce que signifie 5 degrés, parce qu'on parle aujourd'hui de limiter le réchauffement à 2 degrés déjà. Donc ça, c'est les accords de Paris. On est déjà en train de se rendre compte qu'on va dépasser probablement ces 2 degrés. Et là, c'était simplement pour vous montrer, parce que parfois on entend dire, non, le climat va se réchauffer de 5 degrés, non de 2 degrés. 5 degrés, c'est ça. Les conséquences, c'est
L'Europe, il y a 20 000 ans, ère glaciaire, vous voyez que par exemple la France, elle est sous la glace. Voilà, c'est pour vous montrer, là aussi, c'est des questions d'échelle, c'est-à-dire que dans nos esprits humains, 5 degrés, ça paraît peu, et en fait, c'est absolument énorme. Ça transforme nos conditions de vie, nos paysages, de manière complètement radicale. Voilà. On a aussi, évidemment, des niveaux de pollution qui sont sans précédent. Alors, encore le climat, j'avais mis ça. Là, on est sur les tipping points. Je suis désolée parce qu'on n'est pas sur la pollution, du coup. On est encore sur le point précédent. C'est pour vous montrer. Alors, les tipping points, ce sont les points de bascule. Bon, ça aussi, on en entend beaucoup parler. Là, ça me permet de faire un tout petit peu de pédagogie sur ces questions-là. Et là, cette infographie, elle a le mérite de pointer, en fait, tous les tipping points avec les niveaux, les degrés à partir desquels ils se déclenchent. Et pour chacun, on voit donc il y a le point marron et le point bleu. Et donc le point bleu, c'est le seuil. Et ensuite, on a l'effet qui va être produit par ces hausses de température sur chacun de ces points de bascule potentiels. Donc voilà. Là, on est donc sur les morts prématurées qui sont liées à la pollution de l'air en France. Donc, en Europe, pardon, on est à quasiment 800 000 morts prématurées liées à la pollution. Donc, on parle ici de causes qui vont être des accidents vasculaires, des arrêts cardiaques. Donc voilà, on est vraiment dans l'échelle des causes de mortalité mondiale, c'est à la 4e place. On est vraiment sur un podium. C'est voilà, pour vous montrer que ça a déjà un impact assez important et vraiment non négligeable sur l'existence humaine. Donc ensuite, évidemment, il y a aussi j'ai pas fait une infographie pour chaque point, mais on parle aussi, il y a la déforestation, l'érosion des sols, de la biodiversité, la fonte des glaces, la surpêche, l'acidification des océans. On parle aussi dernièrement beaucoup de la 6e grande extinction. Donc là, on est sur des problématiques de biodiversité, etc. Donc, ces tendances mesurées par des groupes de chercheurs internationaux, elles sont observées par de nombreux chercheurs. On pense évidemment au GIEC, donc, qui a sorti un rapport cette année, un rapport en fin d'année dernière, sur le climat l'année dernière. Et cette année, il n'y a pas très longtemps, c'est l'état des océans. Il y a aussi le rapport sur la biodiversité, qui est un des plus importants depuis 15 ans, qui s'appelle le rapport de l'IPBES, qui a montré encore une fois que il y a des populations d'insectes et d'oiseaux notamment sont en train de baisser de manière très importante. Voilà, donc et tout ça est en train de menacer jusqu'à la pérennité du système terrestre, incluant notre propre survie. Et malgré ces rapports qui ne cessent de s'accumuler, la grande accélération qui s'est déclenchée dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui se traduit par les exponentielles alors, excusez-moi, parce qu'en fait, c'était pour vous montrer autre chose. Je me suis pas... Voilà. En fait, c'était pour... On est sur les questions de pollution encore, je suis désolée. Quand je vous montre cette image, il y en a peut-être certains parmi vous qui l'ont vue, cette image-là. Donc, à votre avis, ça représente quoi Voilà, ces images-là. Notamment les bulles qu'on voit sur le côté. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont des idées dessus, non ? En fait, ça représente la quantité d'eau qu'il y a sur la planète. Donc la quantité d'eau salée, c'est la plus grosse. La quantité d'eau douce, c'est la seconde. Et l'eau potable, c'est la 3e. Donc vous voyez, c'est un tout petit grain de riz. Et ça vous permet de voir que quand on pollue l'eau potable, notamment les réservoirs d'eau potable, en fait, on dégrade vraiment des quantités qui sont négligeables sur la planète. C'est très fragile.
Ici, voilà, même ratio. Quand on parle de pollution d'air, il y a une quantité d'air sur la planète, une quantité d'air disponible. Donc là encore, c'est des rapports d'échelle. Hein. Ça permet de se rendre compte aussi de la fragilité du vaisseau terrestre et de ses ressources. Et donc on passait ensuite aux exponentielles. Alors les exponentielles qui sont un tableau de bord de l'Anthropocène, on parle de tableau de bord de l'Anthropocène, qui ont, elles, émergé dans les années 70 avec notamment le rapport de Rome et donc le rapport Meadows, qui a fait émerger une prise de conscience des limites de la planète et les limites de la croissance. Et là, on voit que toutes les courbes sont en exponentielle, ça veut dire qu'à chaque unité mesurée, elles augmentent du double. Voilà, et on est là-dessus je vous en passe un certain nombre, hein, la population mondiale, la consommation de papier, les véhicules motorisés, la téléphonie. Enfin, ça, c'est juste pour vous montrer qu'on a vraiment des courbes qui se ressemblent beaucoup. Et qui nous conduisent en fait sur 4 scénarios. Ces scénarios, vous les voyez donc grâce aux couleurs. Il y a un scénario qui est le scénario illimitiste, c'est le rouge. Et là, c'est si on continue nos activités comme si de rien n'était, mais en sachant quand même que les limites vont quand même s'imposer à un moment. Et que si on part là-dessus, on part sur un réchauffement de 8 degrés 5, autant vous dire qu'il va faire très chaud et qu'il n'y aura plus beaucoup de monde sur la planète. Une deuxième courbe qui, elle, correspond à un réchauffement de 6 degrés. Donc là, c'est si on se positionne dans ce qu'on appelle le scénario des soutenabilistes, qui est un scénario déjà obsolète, au sens où les soutenabilistes pensent que on peut encore, que la courbe de biocapacité, les biocapacités de la planète ne sont pas encore dépassées. On est vraiment ici dans des sortes de, dans des représentations fausses, hein, et qu'on peut encore rester en dessous de cette courbe des biocapacités, qu'on peut encore faire avec et soutenabiliser notre économie. Seulement, ils n'ont pas pris en compte le fait que les biocapacités sont déjà en train de décroître, et ce, depuis les années 70. Il y a un troisième tableau, qui est le tableau, on va dire, des croissantistes. Et alors, eux, ils sont dans l'idée que, au fond, bien sûr, les biocapacités sont en train de diminuer, mais qu'on peut encore baisser notre empreinte tout en continuant à faire augmenter, à être dans un paradigme de croissance. Donc ils sont dans l'idée qu'on peut avoir un découplage entre l'empreinte et la croissance. Donc on sait, grâce à un certain nombre de chercheurs, hein, là je pense notamment à Jean Covici, qui a beaucoup travaillé sur la médiatisation du fait que l'économie, que la croissance du PIB que la croissance du PIB et la croissance des courbes de pétrole sont corrélées l'une à l'autre. Et quand on voit qu'on est en train d'avoir que les quantités de pétrole qu'on peut injecter dans le système commencent à décroître, on n'a jamais vu dans l'histoire une décorrélation entre justement ces capacités énergétiques de la planète et les biocapacités. On n'a jamais vu ce découplage s'opérer une seule fois dans l'histoire des activités humaines. Donc là aussi, on est dans un scénario obsolète. Et il y a un quatrième scénario qui est celui de ceux qui voient qu'un effondrement des biocapacités est en œuvre. Et dans ce dernier scénario, il y a 2 sous-scénarios possibles. Il y en a un qui va pas chercher à anticiper, à ralentir. Et donc là, on est sur des scénarios chaotiques où, au fond, on va subir les effondrements, on va subir un effondrement de nos conditions
de nos conditions de vie et de l'ensemble des services qui sont pour l'instant assurés. Et un autre scénario qui est plutôt prendre acte de la situation et tout faire pour ralentir nos activités dans tous les domaines. Et là, peut-être qu'on peut avoir la possibilité d'accompagner la baisse de la biocapacité, des biocapacités et donc rester sous la barre des 2,6 degrés, puisque c'est un peu le scénario qui est en train c'est la prévision. Si on arrive si on arrive à vraiment réduire énormément notre croissance. Donc voilà quatre scénarios. Et là, je vais citer Marion King-Hubert, qui est l'inventeur du concept de pic pétrolier mondial. C'est un journaliste, un écologue, qui est très célèbre. La civilisation industrielle actuelle est handicapée par la coexistence de 2 systèmes intellectuels universels, enchevêtrés et incompatibles. La connaissance accumulée depuis 4 siècles des propriétés et des interactions de la matière et de l'énergie, et la culture monétaire qui lui est associée, qui a évolué sur la base de coutumes préhistoriques. Cette disparité entre un système monétaire qui continue à croître exponentiellement et un système physique qui ne peut pas en faire autant, conduit à mesure que le temps passe à un accroissement du rapport entre masse monétaire et production du système physique. Donc c'est ce fameux découplage dans lequel on se trouve en ce moment, qu'on arrive encore à maintenir. Ceci se manifeste par l'inflation. Une alternative monétaire correspondant à une croissance physique nulle serait un taux d'intérêt nul. Le résultat dans les 2 cas serait une instabilité financière de grande échelle. Voilà. En fait, ce qui pointe ici, c'est que le découplage entre l'économie et les conditions physiques n'est pas possible, en fait. On est dans le registre de l'impossible. Ajoutons ici donc qu'une des variables les plus importantes est celle des flux d'énergie fossiles, notamment, qui entrent dans le système productif, et notamment l'indicateur du taux de rendement énergétique. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais au fond, c'est pas si compliqué. C'est un indicateur qui, moi, je ne comprends pas pour que cet indicateur ne soit pas même appris à l'école, à tous les enfants dès le collège, au fond. En fait, c'est le coût de l'énergie, le coût de production de l'énergie. C'est ce qu'on appelle Leroy. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. En fait, c'est l'énergie qu'on va, la quantité d'énergie qu'on va utiliser pour en produire. Par exemple, quand on voit que le taux de rendement énergétique aux États-Unis, au tout début de l'extraction, donc au début du XXe siècle, on dépensait 1 baril à peu près pour en produire une centaine. Aujourd'hui, sur les réserves de pétrole conventionnel, aux États-Unis, on n'est plus qu'à 1 pour 11. Voilà. C'est pour vous montrer à quel point, finalement, que ces quantités d'énergie, que ces ratios sont en train vraiment de se resserrer. Et on sait aussi que les équilibres, que les niveaux de service qu'on a actuellement sont fragilisés en dessous d'un certain seuil. Voilà, donc ça aussi, c'est assez important. C'est aussi important de pointer le fait que le mythe de l'économie verte, de l'industrie verte, s'appuie sur, justement, est là aussi décorrélé de la physique, puisqu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles ont un taux de rendement qui est très faible, environ de 1 pour 2,5, 3. Parfois, on peut pousser un peu sur certaines, en tout cas pour l'éolien et le solaire, on est sur des taux de rendement qui sont très faibles et qui ne permettent pas d'assurer les niveaux de service qu'on a actuellement. On a de bien meilleurs ratios, de meilleurs taux de rendement sur le charbon, mais le charbon, c'est devenu très compliqué puisqu'il y a des émissions de CO2 qui sont trop importantes. On est sur du 1 pour, parfois on peut être sur 1 pour 20.
c'est pour ça que la Chine ou voilà, continue l'Allemagne aussi, mais pour d'autres raisons, continue de beaucoup utiliser le charbon. Voilà, le gaz a aussi d'assez bons rendements, mais là aussi on est sur une énergie fossile qui émet beaucoup de CO2. Voilà, bref, on est le modèle qui est déployé en ce moment dans les médias mériterait d'être vraiment ancré dans une réalité physique. Voilà, et c'est pas le cas pour l'instant. C'est assez intéressant de voir aussi, et là je vous recommande d'aller voir parce que je ne l'ai pas prise, je n'ai pas assez de temps, mais il y a le PDG par exemple de Total qui a fait une déclaration il y a maintenant 4 ans, c'est 2015 à peu près, voilà. Et dans cette vidéo, il explique qu'on s'achemine pour 2020, 2021 vers des pénuries de pétrole. Donc on est vraiment voilà, sur des... Enfin, on commence à avoir des indicateurs assez troublants, même de la part de l'Agence internationale de l'énergie, voilà, qui commence à avoir des pronostics assez alarmistes justement sur les flux notamment de pétrole qu'on va pouvoir continuer à injecter dans l'appareil productif. On a aussi assez récemment le Kremlin qui a fait savoir dans la presse moscovite que la production russe de brut risque de décliner à partir de 2021. Et lorsqu'on se rappelle que la Russie fournit plus du quart des approvisionnements de l'Union européenne, on parle de sécurité nationale ici, et de celle du continent tout entier. Sécurité, là je dirais énergétique. Et on comprend aussi le scandale, la sortie du scandale du diesel, pour essayer de faire basculer l'industrie du transport vers des énergies qui ne sont pas fossiles. Voilà, ça permet de lire autrement aussi la géopolitique, toutes ces questions-là. On va passer en fait à un autre point, le capitalocène, parce qu'à ce stade, il est aussi important d'ajouter que l'ensemble des activités humaines ne sont pas responsables des bouleversements écologiques actuels. L'anthropocène, en fait, il prend ses racines dans l'activité humaine, telle qu'elle a été mise en forme par le mode de production capitaliste. Ce qui a conduit Andreas Malm, donc, je crois que je ne l'ai pas mis... Ah, pardon. Andreas Malm, donc, qui est chercheur en écologie humaine à l'université de Lund en Suède, a proposé en fait ce concept alternatif de capitalocène à l'intérieur en fait des structures sociales, politiques et économiques mises en place par le capital. L'activité humaine a été dépossédée de sa finalité initiale, nous disait déjà Marx, ça il y a plus de 150 ans. Cette finalité qui visait au départ à subvenir aux besoins humains, à produire ses moyens d'existence, s'est vue limitée et mise au service de la valorisation du capital de quelques-uns. Et là, on est vraiment sur la concentration du capital. On parle des 1%, on pourrait parler des 10%, même nous, on fait partie des 10%. Il y a une concentration très importante. Alors je l'ai mise plus loin, c'est pas grave, je vous la remontrerai tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a une disparité voilà, très importante dans l'accès au capital. Bon, je ne vous apprends rien en disant ça. Voilà, telle est bien la grande rupture opérée par le capitalisme. Et là, je cite un autre ouvrage, enfin un autre auteur, Frank Fischbach, qui justement abonde dans ce sens. Donc voilà, telle est bien la grande rupture opérée par le capitalisme. Pour la première fois dans l'histoire, voilà donc un mode de production qui met au principe de son fonctionnement le fait de déconnecter la production des besoins humains et qui produit d'autant mieux, d'autant plus et d'autant plus efficacement qu'il échoue à satisfaire les besoins les plus élémentaires du plus grand nombre. Voilà, donc vous retrouverez ça dans cet ouvrage-là, à la page 260-261, enfin je le dis pour ceux que ça intéresse. En fait, ce serait entre autres ce caractère illimité de l'accumulation du capital qui se déploie sur une planète par définition limitée, qui serait à la source des dérèglements environnementaux et de notre sortie de l'Holocène. Mais nous ne sommes pas tous responsables de ces changements à la même hauteur.
Voilà, j'aborde une autre sous-partie, l'injustice climatique. Et c'est ici que je vous montre l'infographie que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là encore, hein, c'est assez intéressant de voir que 10% des plus riches sont responsables de 50% environ des émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu un champignon atomique. C'est marrant que ça prenne cette forme-là, mais c'est vraiment les plus riches qui conduisent la planète dans cette situation. Et je trouve que c'est vrai qu'elle est... Je le trouve assez explicite, ce schéma. Important aussi d'ajouter ici qu'en moyenne, un Malien émet 100 fois moins de CO2 qu'un Français. Donc 100 fois moins, c'est absolument énorme. Et là, on comprend l'enjeu des dimensions inégalitaires du changement climatique qui font l'objet de temps de négociations, notamment dans les COP. C'est-à-dire que les pays pauvres, les pays du Sud, cherchent sans arrêt à faire reconnaître leur non-responsabilité dans la situation actuelle. Et évidemment, ça se traduit par des engagements financiers qui doivent être nuls pour ces pays-là, voire même pour des aides à l'adaptation au climat, parce que s'ils ne sont pas responsables de la situation actuelle, en revanche, ils en subissent les conséquences de plein fouet. Et il y a vraiment énormément d'exemples que je n'ai pas pointés ici, mais je vous parle simplement peut-être de 2 exemples. À Bagdad, par exemple, les canicules durent 2 mois de plus. 2 mois de plus qu'avant, on va dire qu'avant il y a 10 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, parce que ça va très vite. Hein. Vous voyez, chaque année, on voit qu'on plafonne sur les températures. Donc des températures très chaudes à Bagdad, en plein cœur de la ville, c'est pas les mêmes canicules que chez nous. On est vers 55 degrés, 58 degrés. C'est des températures pour les plus fragiles qui sont létales. Et Bagdad, c'est aussi des coupures de courant incessantes. Ça veut dire que les personnes riches ont la possibilité, l'accès au refroidissement, tandis que les plus pauvres, évidemment, n'y ont pas accès, ou de manière intermittente. C'est aussi au Qatar. Il y a une loi qui a été votée récemment pour le refroidissement des rues. Donc ils sont en train d'installer de la climatisation pour refroidir non pas les bâtiments, les rues. C'est pour vous montrer aussi que dans ces pays-là, on a des pays très riches qui vont engager des moyens qui vont contribuer aussi au réchauffement du climat. On est dans ces paradoxes. Et que suite à tout ce constat, nous, on adapte la vie quotidienne de Paris à des vagues de chaleur plus intenses. On adapte les cépages de Bordeaux, des vins de Bordeaux au climat des années 60. On est dans cette même dynamique, hein, c'est-à-dire que alors que d'autres pays n'ont pas ces moyens-là. Et ça permet également de comprendre que lorsque Donald Trump, alors j'ai mis l'image, l'image justement du moment où Donald Trump se retire de l'accord de Paris, retire son pays de l'accord de Paris, en sachant quand même que il y a de nombreux États qui refusent de sortir des accords. Il y a beaucoup de disparités au sein des États-Unis, notamment la Californie, les pays et un certain nombre d'États de l'Ouest qui subissent les conséquences du réchauffement continuent d'agir en conformité avec les accords de Paris. En fait, quand il fait cette déclaration, quand il se retire, c'est une déclaration de guerre. C'est Bruno Latour qui dit ça dans une de ses conférences, mais c'est tout à fait juste. C'est que tout d'un coup, il annonce au monde qu'il se moque d'émettre des émissions de gaz à effet de serre et de détruire les conditions d'existence minimales pour les pays qui en subissent le plus les conséquences. Donc Bruno Latour il compare cette déclaration à une déclaration de guerre au même titre que l'installation de chars sur des territoires à occuper. Parce qu'on est aujourd'hui sur des conséquences qui menacent l'existence d'énormément d'êtres humains. Voilà, donc l'Anthropocène est ce moment qui nous oblige à réagir, ou plutôt à penser à agir autrement. Et là intervient
on est encore toujours dans ma partie diagnostique, et on commence à s'acheminer vers une transition. Donc ici, la notion d'hyperobjet les a menés par un philosophe qui s'appelle Timothy Morton. Et en fait, les hyperobjets, c'est un royaume. C'est un royaume que donc Timothy Morton nomme les hyperobjets. Donc, je vous renvoie à son ouvrage. C'est-à-dire que pour lui, la biosphère, le réchauffement, le dérèglement climatique, les plastiques, les pesticides sont qualifiés d'hyperobjets parce que nous en percevons les effets sans que ceux-ci ne puissent être circonscrits ni précisément situés. Leur ampleur, leur caractère disséminé dans le temps, dans l'espace, et le fait qu'ils soient interconnectés défie nos capacités d'entendement. Les hyperobjets sont entrés dans la trame du monde. Ils ne sont pas un décor qui est extérieur à nous, que l'on pourrait décider de changer. Nous retrouvons des particules de plastique dans les corps d'au moins 50% de la population humaine mondiale. Et les niveaux d'imprégnation par les pesticides sont également très élevés. Donc là, il y a différentes études qui sortent à ce propos. Quoi qu'on fasse, même si on cherche un refuge loin des zones polluées, on n'échappe pas aux particules de plastique. On vient de retrouver notamment dans les œufs de fulmar, sont des oiseaux qui habitent sur une île du détroit de Lancaster en Arctique. On vient de retrouver des particules dans leurs œufs. On voit aussi un autre hyperobjet dont on a subi les effets, c'est le nuage radioactif de Tchernobyl de 86, qui évidemment ne s'était pas arrêté aux frontières et qui a causé qui a contaminé de manière très durable les sols européens. On en subit encore les conséquences, on les observe sur la santé humaine notamment. On pourrait décliner énormément d'exemples qui vont dans ce sens. Et ce que j'aime bien avec cette idée d'hyperobjet, c'est qu'on voit qu'on est vraiment obligé de sortir de notre façon de penser. On ne peut plus penser autrement parce que le monde, et là c'est lui qui dit ça, le monde a été queerisé. Non seulement les hyperobjets se sont maillés et interconnectés au monde, mais ils en constituent la substance et la matière, défiant toutes nos catégories pour le penser, et nous obligeant en ce moment à décompartimenter nos sciences, nos disciplines, nos pratiques. Et je devrais ajouter même les sphères d'activité sont en train de se décompartimenter aussi, pas par sympathie, mais par obligation au fond. Et c'est aussi pour cette raison, à mon sens, que le design a sa part à jouer au cœur de l'Anthropocène. Alors on aborde la seconde partie. Que peut le design ? Et l'habitabilité, de ce point de vue, est une priorité pour le design. Comme je le disais tout à l'heure, un peu en introduction. Le design, sa préoccupation principale, c'est normalement, dans un monde normal, c'est l'amélioration de l'habitabilité du monde. Dans un monde anormal, qui au fond est en train de devenir notre nouvelle normalité, on n'en est plus à chercher à améliorer l'habitabilité du monde, mais plutôt à maintenir une habitabilité. Et pourquoi le design est intéressant de ce point de vue-là ? Parce que le design est une transdiscipline qui est inconfortablement située à la croisée entre les humanités, les sciences, les techniques industrielles, le commerce, les arts. Pourquoi je dis inconfortablement ? Parce que le designer doit sans cesse se justifier, définir sa discipline, sa pratique, raconter, réinventer en permanence en fonction de ses interlocuteurs, des contextes auxquels il s'adresse. Il doit se réinventer sans cesse, se raconter sans cesse, pour convaincre. Il doit être capable de comprendre les enjeux qui structurent d'autres secteurs. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'ailleurs de cette discipline. En cela, le design est une pratique impure qui se construit dans les intersections. C'est une pratique queer, au fond, on pourrait dire, à la frontière avec donc d'autres disciplines, d'autres secteurs, d'autres sphères. Et le design a également pour viser l'amélioration, ça c'est ce que je vous disais juste avant, donc je ne vais pas le redire.
que là, la préoccupation principale, c'est vraiment devenu comment assurer l'habitabilité de notre monde dans ce nouveau contexte. Lorsqu'un designer prend le temps de comprendre ce que signifie l'anthropocène, il ne peut plus considérer ni pratiquer le projet comme avant. Il entre dès lors dans un questionnement du sens de son action et de ses priorités. Est-ce que je dois continuer à déployer un design centré sur l'humain ? Est-ce que faire du design a encore du sens ? Est-ce que pour favoriser le maintien d'un monde habitable, je ne devrais pas déplacer le curseur sur les autres formes de vie, y compris les non-humains ? Comment dois-je procéder pour ne pas aggraver la situation par mon action, voire pour améliorer mon empreinte écologique ? Ça, ce sont toutes les questions que je liste avec les étudiants auxquels alors cette année, c'est vraiment particulier parce que donc, je donne un cours là-dessus avec des licences 3. Et il y a énormément d'étudiants qui posent des questions. C'est la première année que ça fait ça. Et qui sont un peu démunis aussi, parce que c'est vrai que c'est un constat qui est assez accablant. Et voilà, qui remettent en question même le sens d'être dans cette discipline en ce moment. Alors moi, ça va être tout l'objet de leur faire comprendre que oui, il y a vraiment nécessité d'engager le design autrement. D'autres questions, ne devrais-je pas tout faire pour ne pas produire ? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il n'y a pas assez de produits comme ça ? Et si je choisis de produire, à quel cahier des charges ma production doit-elle répondre pour avoir l'empreinte la plus neutre possible ? Est-ce qu'une production juste dans le contexte nouveau... et qu'est-ce qu'une production juste dans le contexte nouveau de l'Anthropocène ? Est-ce que je dois prioriser le local ? Mais si je délaisse le local, si je délaisse le global, est-ce que je ne vais pas laisser toute la place à ceux qui n'ont aucun souci pour la biosphère et l'habitabilité du monde ? Est-ce qu'un design décroissant est possible ? Voilà, toute une somme des questions qui s'ouvrent dès que le designer commence à prendre conscience de ces questions-là. Et donc, évidemment, ça ouvre la question de qu'est-ce que le designer de l'Anthropocène ? Donc, le designer qui est confronté à la prise de conscience de l'Anthropocène, ce que je vous disais juste avant, il est écrasé d'abord, puis il examine les possibilités, il cherche des entrées possibles, et puis parmi elles, il part en quête de la meilleure entrée, si on a une. Le designer de l'Anthropocène commencerait donc par ralentir, parce qu'il aurait besoin de temps pour comprendre. Moi, je sais que par exemple, ça fait 5 ans que je suis sur ces questions et j'ai l'impression de commencer un peu à comprendre, mais voilà, modestement. En fait, je comprends que je ne comprends pas, ce qui est déjà pas mal. Pour examiner chacun des termes du problème avec une extrême attention, il commencerait par se documenter, cherchant à voir quel modèle économique permettrait d'arrêter de détruire l'habitabilité de la Terre. Il découvrirait alors le concept de résilience, qui signifie pour une société ou un territoire avoir les ressources suffisantes pour se relever d'un choc systémique. Il comprendrait alors que plus une société est complexe et moins elle est résiliente, et qu'en conséquence, il lui faudrait contribuer par son action à simplifier les modes de vie entre requalification et low-tech. Il lui faudrait aussi participer à concevoir l'ensemble des infrastructures selon des principes de redondance, de modularité, d'adaptabilité à différentes échelles et à différents usages. Vous reconnaîtrez peut-être les 5 R qui sont en train de poindre. La conception des implantations humaines serait inspirée par la recherche de la diversité, par l'interconnexion des échelles, l'autonomie énergétique et alimentaire. Voilà, là on est dans une définition de la résilience écologique telle que définie par le petit traité de résilience locale des 4 auteurs, donc Sinai, Stevens, Carton et Servigne. C'est un petit ouvrage qui est intéressant, mais qui évidemment ne fait que poser une définition encore à approfondir. Puis en approfondissant, il prendrait connaissance des principes donc, de l'économie circulaire, avec ces 3 niveaux, dont la permacircularité serait le dernier niveau. Il appliquerait à minima les 5 R, donc réduire, réemployer, réutiliser, refabriquer, recycler, ne contribuant ainsi qu'à une croissance économique faible.
mais il aurait vite compris qu'une croissance, même faible, continuerait à franchir des seuils terrestres. Et là, je cite une personne de la Técopole qui s'appelle Frédéric Durand, qui est géographe. Respecter le seuil maximum de plus 2 degrés établi lors de la COP 21 obligera à arrêter dans moins de 50 ans d'émettre du carbone fossile à l'échelle de la planète. Et quand il en parle de ça, il dit c'est 0 émission. Voilà. C'est pour vous dire, 0 émission, c'est 0 quoi. Concrètement, cela signifie rejeter moins de CO2 qu'avant la révolution industrielle, sachant que la population était alors d'environ 1,5 milliard. Donc en entendant cette citation, on se dit, bon, peu de chance qu'on y parvienne. Ce designer de l'Anthropocène comprendrait alors que le seul moyen pour lui de véritablement transformer sa pratique serait d'emprunter un système donc, permacirculaire contrôlant tout ce qui rentrerait dans le système économique. Les matières premières seraient issues du recyclage ou biosourcées à base de végétaux. Elles seraient locales. Ainsi seulement, nous régresserions vers une empreinte écologique acceptable pour la planète. En somme, il comprendrait que la métamorphose exigerait de s'inscrire dans un nouveau paradigme, la décroissance, même si cette approche reste taboue dans les pays de l'OCDE qui s'accrochent encore au développement durable, qui est un gros mot pour les géographes aujourd'hui qui sont sensibles à la question anthropocénique. Prétendre que maintenir un système économique basé sur la croissance est compatible avec les engagements des accords de Paris entretient une illusion trompeuse, voire mensongère. Et là, on est avec les amis de la Técopole qui ont écrit un texte à ce propos. Il n'y aurait donc qu'en pensant ainsi chacun des termes du problème, de leurs implications et ramifications, qu'il pourrait vraiment agir à la mesure de la situation. Mais pas seulement en restant dans une information froide et distante, parce que les données du problème et les principes d'action, donc les 5R, la permacircularité, le LOTAC, ne sont rien sans un contexte et les situations qui s'y déploient. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup. La matrice de l'action se loge au cœur même des situations et non à l'extérieur de ces situations. Le designer de l'Anthropocène comprendrait donc qu'il lui faudrait également être engagé dans un contexte précis, avec des gens qui en dépendent et qui lui donnent vie, qui en connaissent les contraintes et les besoins, et qui sont mus par des aspirations et des désirs. Donc, le designer de l'Anthropocène comprendrait ainsi que pour éviter la désintégration de la biosphère, il lui faudrait commencer par changer ses propres modes de pensée, de production et de vie, et à travers ces productions, susciter, provoquer le changement chez les autres. Car designer n'est pas autre chose que mettre en forme de la relation, contribuant la plupart du temps à renforcer l'ordre établi ou les fictions consenties. L'ordre établi s'appuie évidemment sur des formes, sur des dispositifs. La forme n'est donc jamais innocente, elle est toujours l'incarnation d'une certaine vision du monde, d'où l'intérêt du positionnement du design et plus largement des arts par rapport aux problèmes soulevés par l'Anthropocène, qui implique d'emblée une crise de la relation que nous entretenons avec le monde d'un point de vue ontologique, et donc d'une crise des formes de vie, de production et de peuplement. Avec la prise de conscience des implications qui sont liées à l'Anthropocène, le design entre donc, lui aussi, de fait, en crise. Il est lui-même appelé à une profonde métamorphose. Et prenons ici le concept de crise vraiment au sens étymologique de moment de révélation. La gravité de la situation ouvre la porte pour un nouveau départ. L'Anthropocène est le temps du commencement, en fait. La fin a déjà eu lieu, c'est-à-dire que tous les rapports accablants qui s'accumulent les uns par-dessus les autres peuvent déjà nous faire dire que la fin a déjà eu lieu. Les ruines sont là avec leurs histoires d'eau et d'air pollués, de sols contaminés, de trajectoires humaines, animales et végétales précaires et abîmées. J'avais oublié ça. Voilà. Et les commencements, aussi avec des tentatives de composition plus ou moins bricolées. Alors, il y a un ouvrage dans Nos cabanes de Marielle Massé que je recommande, qui est un tout petit ouvrage dans lequel elle évoque
les bizarres revis. Ce sont finalement ce sont de nouveaux modes d'existence bizarres, étranges, qui peuplent ces mondes désenchantés, qui rejoignent les créatures du Cthulhu-Cen, dont vous avez peut-être entendu parler, de Donna Haraway. Donc dans Staying with the Trouble, il y a aussi là, je vous fais une petite collection d'ouvrages qui me semble assez important, voilà, pour arriver à cartographier un peu ces modes de vie qui existent déjà, qui sont déjà en train de se déployer dans les ruines du capitalisme. Et là, je pense aussi à Nat Singh et aux champignons de la fin du monde, qui décrit, qui décrit ces créatures, qui décrit en fait qui est en train de révolutionner ici l'anthropologie, la discipline de l'anthropologie, parce qu'elle a étudié en fait à travers cet ouvrage différents écosystèmes qui sont en dehors du capitalisme, qui sont dans les ruines du capitalisme, et elle a montré justement, elle a étudié les zones industrielles, commerciales, les friches, les sites ultra aménagés, les paysages naturels saccagés, voire contaminés, les bordures de rocades bruyantes, polluées, au cœur desquelles naissent des mondes et des modes de vie nouveaux. Donc là, à travers le matsutake, le champignon qu'on voit ici, qui est un mets très, très, très apprécié par les Japonais, c'est une sorte de vie fragile, une sorte de revie étrange, comme le dit Marielle Massé, puisque c'est un champignon qui ne naît que dans les forêts dévastées au Japon au départ. Mais l'industrie forestière se déplaçant dans d'autres pays, le matsutake disparaît du Japon. Et aujourd'hui, ce champignon se développe dans les forêts en ruine de la Californie. Et donc, il y a tout un chapelet de vie précaire qui s'y déploie. Et voilà, c'est tout le trajet de ce champignon qui nous montre, au fond, qu'il y a des alternatives déjà à l'œuvre dans les ruines laissées par l'exploitation de la planète. On aborde un troisième sous-point, donc la métamorphose comme seule option. Et donc là, on est avec Edgar Morin. Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre, ou alors il est capable de susciter un métasystème à même de traiter ses problèmes. Il se métamorphose. Alors se métamorphoser ici, c'est comprendre ce que dicte l'Anthropocène aux humains, parce qu'il faut bien le dire, il est en train de nous dicter. Décroître, décélérer, élargir le sensible, écouter tout ce qui ne parle pas. Et là, on parle, par exemple, le Parlement des vivants de Edward Cohn. Et si l'on ne sait pas faire, si l'on ne sait pas prêter l'oreille, il faut chercher des alliés pour ces élargissements qui sont devenus non seulement nécessaires, mais je dirais même indispensables. Je pense ici à la diplomatie éthologique qui est définie par Baptiste Morisot. C'est un de mes coups de cœur de l'année dernière, de l'année dernière. Donc cette diplomatie éthologique pose le fait que les structures les plus architectoniques du vivant manquent à un œil non aiguisé, tant elles sont subtiles. Et il insiste énormément sur cette idée qu'il faut passer des heures à observer une espèce pour espérer voir quelque chose. Et aujourd'hui, peu de personnes se prêtent à ce jeu-là. Et là, je le cite, « C'est un exercice spirituel exigeant et libérateur que de scruter un carnet imperméable sous les doigts, couché dans les buissons de sauge, une meute de lamarres vallées, plusieurs heures durant, donc des loups ici, jusqu'à ce que le froid vous chasse en notant scrupuleusement ce que l'on voit et pas ce que l'on comprend. » Et en fait, il déploie dans cet ouvrage-là une diplomatie garou. Donc on est vraiment dans l'impur tout le temps, dès qu'on cherche à positionner des stratégies. La diplomatie garou, ce sont ces humains qui seraient capables
qui auraient prêté suffisamment longtemps l'oreille avec des méthodologies scientifiques, plus ou moins scientifiques, c'est aussi remis en question dans cet ouvrage-là. En tout cas, l'idée, c'est surtout d'essayer de ne pas projeter son regard d'humain, d'éviter de le projeter sur les choses qu'on observe, sur les mondes qu'on observe. Et de ce point de vue, il fait référence à une œuvre vidéo de l'artiste américain Sam Esterson, qui s'appelle Running Wild, qui date de 2012, et qui consiste en fait à disposer une caméra portative sur le dos d'un bison, sans commentaire, ni mise en scène, et avec le moins de montage possible. Et là, je vais citer Morisot qui décrit cette vidéo, ce qu'on voit dans cette vidéo. J'ai cherché à la trouver, je n'ai pas trouvé. Voilà ce qu'on pourrait écrire tout en la regardant. Se voir bison dans une mare, s'entendre boire bison en se voyant les cornes, s'entendre boire bison en se voyant... je redis. S'entendre respirer quand l'eau dégouline des babines vers la surface cristalline, voir les arbres se refléter dans la mare, voir son énorme langue noire lécher ses babines, galoper, sentir chaque foulée taper dans mes rotules, voir un jeune bison fuir devant mes cornes, le défier, regarder des traces de sabots dans la neige, les miennes, je les regarde. Donc on est vraiment, il a cherché lui à décrire finalement en mettant le moins d'affect humain possible, même si c'est difficile. Voilà ce qui a été capté à travers ce dispositif. Au fond, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est justement un dispositif qui vise à se rapprocher d'une meute de loups, d'un bison, à déconstruire nos regards anthropocentrés, ou encore à resémantiser des concepts qui sont verrouillés par le naturalisme. Alors là, évidemment, le naturalisme qui a fait qu'on a coupé nature et culture, qui d'une certaine manière dans la succession a aussi compartimenté les disciplines et notamment séparé tout le regard qui a compartimenté, par exemple, les sciences et techniques avec les humanités. Toute cette dynamique-là qui, au fond, nous a conduit au bout du bout à nous priver de toutes ces on ne voit plus, on ne perçoit plus les entre-appartenances qui étaient si fondamentales auparavant. Donc voilà, il s'agit ici de tenter de se rapprocher de ce que pensent exactement les forêts, de ce qu'elles vivent. Désolée. De ce qu'elles ressentent, sans croire pour autant que cela nous est possible en projetant nos propres narrations. Il s'agit au fond d'essayer malgré tout, à partir de notre site d'existence et de notre langage à nous, de rejoindre, de rencontrer ces autres mondes-là. Donc voilà, le designer de l'Anthropocène comprend que les modalités et les qualités sous lesquelles un objet, une image, un service, un système s'adresse à nous et nous engage, construit le paysage qui nous tisse. De même qu'il y a entre-appartenance entre le vivant, l'ensemble des objets qui nous peuplent constitue la trame, non seulement extérieure à nous, mais également intérieure. Nous n'habitons pas les objets, à prendre ici au sens large de l'ensemble des productions humaines, je pense les images, les espaces, les systèmes, etc. Nous sommes tissés d'objets, nous sommes cousus de leur qualité, des modalités à travers lesquelles ils s'adressent à nous et nous engagent symboliquement et physiquement, donnant sens à nos gestes, y compris lorsqu'ils les disqualifient, à nos perceptions, y compris lorsque ce qui nous est donné est pauvre, stéréotypé et répété,
à nos échanges, y compris lorsqu'ils sont marchandisés, à nos quotidiens, y compris lorsqu'ils sont routiniers. Et là, vous avez bien compris que ce qui est à chaque fois dans ces petites parenthèses, c'est ce monde préfabriqué dans lequel nous vivons, le monde préfabriqué qui nous est livré par l'industrie de la consommation. C'est tout ça qu'il s'agit de déconstruire. Les objets qui nous peuplent ont le pouvoir de nous assigner, de nous désindividuer, de nous isoler les uns des autres, de nous condamner à l'impuissance, ou au contraire de nous émanciper, de nous agrandir. Cela nous laisse devant des prises de conscience anthropocéniques qui ouvrent et politisent les relations mises en forme, en produits, qui sont tout ce qui va être mis en forme, en produit, en objet. Et ça ouvre du coup la possibilité de bâtir une éthique de l'habitabilité adaptée à ce nouveau régime, en somme une éthique de la relation des humains à la terre, aux plantes, aux animaux, qui n'existe pas encore dans les sociétés thermo-industrielles. Donc le régime anthropocénique, parce qu'on peut parler de régime aujourd'hui avec tout son système de contraintes, nous pousse en effet à honorer d'autres styles d'être, d'autres pensées, d'autres comportements dans le sensible, de suivre au fond d'autres lignes qui constituent autant de propositions sur le monde et les façons de s'y tenir. Comment faire chanter le monde à travers nos objets, nos espaces, nos façons de les habiter, faire entendre le murmure de l'eau éternelle à l'origine des concrétions rocheuses, faire entendre le chant des forêts à travers nos objets, là j'entends, nos espaces, nos fabrications. Comment faire entendre les vibrations telluriques qui nous rappellent que nous avons un sol vivant sous nos pieds, que la Terre n'est autre que de la matière organique transformée. Nous sommes tissés de forêts, de terre, de roches, d'eau, d'air et de paysages, et nous l'avons oublié. Tout ce que je veux dire par là, c'est que se contenter d'être dans des méthodologies permacirculaires ou dans des approches, dans des nouvelles formes de pragmatisme, ce n'est pas suffisant. Il faut arriver à voir comment on se reconnecte à travers nos productions à tous ces mondes qui se sont tus, qui sont en train de se taire vraiment physiquement en ce moment. Là, je fais référence à tous les rapports. La biodiversité la faune est en train de se taire objectivement. Néanmoins, avant de se taire, on l'entendait déjà plus, en fait. Et là, il y a vraiment, à mon sens, une ligne, un horizon à déployer pour le design et pour les arts de façon générale. J'en arrive à ma... Alors, désolée. J'ai sauté un truc, c'est pour ça. J'en arrive à mon quatrième point, vers de nouvelles lignes de partage, mais je ne l'ai pas mis dans le PDF ici. Ainsi, donc, c'est cette figure de l'être humain construit comme un individu isolé de la biosphère qu'il faut déconstruire. Il s'agit de se demander comment on élargit nos capacités à éprouver le monde, les situations et les processus qui nous composent, afin de nous donner la possibilité d'en imaginer d'autres, élargir nos perceptions aux insectes, aux sols, aux bêtes, aux forêts, aux océans, aux pierres, aux montagnes. Et là, je vais m'apprêter à citer David Abram, donc cet ouvrage-là. Si nos sociétés ont construit un homme unidimensionnel dont les capacités de ressentir s'éteignent progressivement à l'unisson de ses capacités d'agir, alors comment le design peut-il jouer sa partition dans le sens inverse ? C'est sans doute cette quête-là qui fait que dans nos sociétés déspiritualisées, où le sacré n'existe que dans les échappées fugaces et improbables, la pensée se tourne vers les magies, les ritualités, les chamanismes, la résurgence d'un intérêt pour les savoirs païens, magiques, pour les sorcières, traduit un besoin d'entendre parler le monde, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et nous avons besoin de matière pour imaginer autre chose, être
être par exemple dans la perception d'une araignée qui tisse sa toile, comme le décrit ici l'anthropologue David Abram, ou d'une montagne qui entend résonner le hurlement du loup avec Aldo Léopold et ses répercussions. Et on voit comment la montagne l'entend d'une certaine façon, ce cri du loup, mais les isards d'une autre manière encore, et ça se décline à chaque mode perceptif. Ou bien d'un orage, comme Nathalie Miebach, qui réalise ces sculptures, qui cherche à retraduire tous les paramètres qui forment un ouragan ou un orage. Il y a à la fois ces sculptures-là, mais il y a à la fois la traduction sonore de chacun de ces paramètres. La température émet un son, chacun des paramètres, en fait, les pressions atmosphériques se retraduisent là aussi, sont retraduites. Enfin, les graphiques, en fait, les enregistrements sonores, les enregistrements graphiques sont retraduits en son. Et elle organise des concerts où chaque instrument va jouer, on va dire, son paramètre. Et voilà, ça fait des partitions atmosphériques. Donc il y a le sonotone aussi que vous connaissez peut-être, qui est une production d'étudiants estoniens. D'ailleurs, j'ai une deuxième image où là, on a vraiment explicitement le désir de faire entendre la forêt. On a évidemment, enfin, on ne peut pas ne pas penser à Pennon et au petit arbre qui va chercher à faire ressurgir dans le grand arbre. On peut penser à, alors évidemment, c'est les pigeons, enfin c'est une photographie d'un pigeon. Là, on est avec Donna Hawaii qui cherche toutes de nouvelles lignes de partage entre les humains et les animaux, en s'appuyant sur parfois même des lectures assez utilitaires de l'animal, même si aujourd'hui on est sur le Cthulhucène. Le Cthulhucène, c'est vraiment l'hybridation, la mutation du vivant, et sur des tressages entre ces mondes animaux et humains. Je ne reste pas sur cette image, malgré tout. Donc, comment le design pourrait-il proposer de nouvelles lignes de partage entre les différentes formes de vivants ? Et comment faire cela à partir de nos modes de vie actuels et des morphologies et des structures existantes, en engageant un autre rapport à la terre, à l'eau, à l'air, à la nourriture, aux autres vivants? Ne provoquerions-nous pas, par un effet de continuité, un autre rapport au travail, à l'éducation, à la politique, à la santé, à la culture, à la production, au territoire? Et je pourrais en décliner encore. Est-ce que certains modes d'être au monde ne se verraient pas disqualifiés, nous conduisant par là même à les requalifier? Certains projets cherchent déjà d'autres façons d'être au monde, d'autres modèles économiques. Donc le designer s'est déjà immiscé dans diverses initiatives, prenant des formes souvent hybrides, qui imaginent, qui expérimentent d'autres manières d'être, de penser et de faire ensemble. Ce sont des collectifs, ce que Marielle Massé appelle des nous, N-O-U-S, qui sont aussi des nous, N-O-U-E, qui traversent la ville et qui recréent un lien, qui recréent des trajectoires et des circulations. Au départ, ce sont des circulations vertes à l'intérieur des villes. Mais l'idée, c'est des collectifs qui se nouent et se dénouent, cherchant des points de contact pertinents entre les disciplines, les sphères d'activité, les différentes échelles. Le designer s'y tient à côté des agronomes, des anthropologues, des chimistes, des économistes, des géographes, des mathématiciens, des philosophes, des physiciens et j'en passe. Ainsi, des groupes de chercheurs issus de diverses disciplines se créent. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'atelier d'écologie politique en est un exemple sur Toulouse. Les différents projets, même pour reboucler un peu avec le départ, le collectif Uchronie, c'est la même chose de mon point de vue. La jeunesse aussi, qui s'active dans de nombreux pays sous l'égide de Greta Thunberg,
remettant en question le modèle de société que leurs aînés leur proposent à travers les grèves de l'école. Là aussi, on est sur, sur une autre initiative du même ordre. Les villes qui se mettent en transition, en suivant l'exemple de l'anglais Rob Hopkins, avec notamment la première ville en transition en Grande-Bretagne, Totnes. Il y a des communautés aussi qui s'organisent en oasis, sur le modèle du hameau des Buis en Ardèche. Des tiers-lieux, des tiers-entreprises. On voit qu'il y a vraiment de nombreux nous qui sont en train de se constituer, qui mêlent des initiatives publiques, associatives, privées, qui génèrent une sociologie de l'imprévu. Voilà, toute cette constellation d'initiatives tente de répondre à la nature complexe des problèmes, directement ou indirectement, qui sont liés aussi évidemment à l'Anthropocène, et qui filent encore la riche figure de l'entre-appartenance à laquelle il faudrait ajouter les bêtes, les fleurs, les arbres, etc. Construire des modes d'existence en se demandant qui habite ici, comment vit-il, comment fait-il territoire en ce moment, sur quel point mon action impacte-t-elle sur sa vie et inversement. Nous ne pouvons plus ignorer les configurations invisibles par lesquelles les animaux, les plantes, les éléments habitent ces espaces que nous avons cru nous arroger. Comment le design peut-il contribuer à raviver des habitats que nos modes de vie et de peuplement mutilent? Comment contribuer à recréer des cohabitations avec une biodiversité vivace en milieu rural comme en milieu urbain? On peut aller voir là aussi du côté de chez Gilles Clément et de son jardin en mouvement, du jardin punk de Éric Lenoir, qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais en effet c'est aussi intéressant. Il est absolument nécessaire de s'atteler à politiser l'Anthropocène. C'est pour ça qu'il y a eu... et là, je reboucle avec le titre que j'avais prévu initialement, Design et écologie politique. On ne peut pas dépolitiser l'approche, on est obligé de la politiser, de la problématiser. Et vous aurez compris également que le design dans tout ça, il a à la fois le devoir d'engager... des méthodologies qui commencent à émerger d'économie, on va dire une ligne qui va être pragmatique, qui va s'appuyer sur des techniques, la permacircularité, les 5 R, etc. Et en même temps, retresser tout ça avec du sens. Et là, il faut chercher à nous reconnecter à travers nos productions à tout ce monde qu'on n'entend plus en fait, qu'on n'entend plus même. Alors évidemment, on commence à l'écouter, à chercher à l'entendre maintenant qu'il est en train de disparaître. Mais voilà, comment fait-on pour que nos productions chantent ces mondes-là? Voilà, comment on fait? C'est finalement une perspective qui me paraît souvent sous-estimée en fait dans les approches que j'ai pu traverser à travers mes quêtes. Voilà, j'ai fini.